FC Metz s'est incliné sur la pelouse d'Angers et nourrit beaucoup de frustration entre le carton rouge de Jean-Philippe Bamin et le but de Louis Mouton. Le championnat à 3 pour la lutte au maintien est toujours d'actualité, mais jusqu'à quand après match? Dernière ligne droite pour le mercato hivernal, du mouvement à prévoir côté Grenade dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro du Graouli Mag. Ils se suivent un petit peu et se ressemblent, mais c'est le dernier qui parlera de mercato pour cette saison 2024-2025, ou même 2025-2026 pour être plus précis, quoique on fera peut-être aussi des bilans, tout ça. En tout cas, ça va s'activer dans la dernière ligne droite pour le FC Metz. On va évidemment revenir sur tout ça avec nos consultants du jour, à commencer par Bertrand Antoine, qu'on n'a pas revu depuis la finale de la CAN. Effectivement, ouais, une belle expérience assez riche. Tu étais là où il fallait être. Bien placé en tout cas, voilà, donc avec au cœur de l'événement, donc chanceux, et puis un petit séjour aussi à Clairefontaine, voilà. Un petit rhume au passage, mais bon. Mais t'as pas beaucoup bronzé, hein? Non, non, je t'avouerai que j'ai trouvé le soleil derrière les nuages. dans ton cœur. Il est vrai qu'on en a eu deux autres qui sont partis une semaine, ils sont revenus mais bien bronzés. Hein. Vous n'avez pas les mêmes calendriers là-bas. On en reparlera plus tard. Ouais. En face, ils ont regardé aussi la CAN et sûrement le match de ce week-end aussi sur leur canapé, je suppose, en tout cas. Et non pas bronzés non plus. Patrick Muller est avec nous. Ouais, j'ai pas été irradié de soleil, hein, non. Disons, sur ce match-là. Alors j'espère qu'on pourra faire quelques petites blagounettes pour s'ambiancer un petit peu. Parce que... J'en ai plein là, ouais, c'est vrai. Plein dans ma besace. Ok, alors on fera ça. Toujours un petit peu à tes côtés. Mathieu Philippe est avec nous. Ah, on attend ces blagues justement aussi, hein, parce que quitte à qu'il n'y ait pas de soleil, au moins des petites blagues pendant cette émission. Ouais. Ne t'en fais pas, on a tout ce qu'il nous faut. Et on va commencer justement avec la première partie, c'est l'heure du journal de la Ligue 1. Retour donc sur cette affiche entre Angers et l'UFC Metz. Mathéo, une rencontre encore une fois placée sous le signe de la frustration. Frustration due à cette situation dès le début du match qui te plombe complètement. Ce carton rouge fait mal, c'est clair. Et puis ensuite, ça casse, je pense, les ambitions premières qui étaient sûrement de chercher l'adversaire, un peu comme ils avaient commencé contre Lyon, en essayant de presser un petit peu. Et finalement, jusqu'à la, on va dire 70-75e, Metz n'a strictement rien fait. On s'est bien ennuyé devant le match. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on peut le dire. C'était l'un des pires matchs de la saison au niveau occasion de but, que ce soit Angers ou Metz. Il y a quelques arrêts de Fischer, heureusement. Et les changements, je pense, à la fin de Tavenot ont fait du bien parce qu'il y a eu des situations à la fin qui ont fait espérer. On pouvait y croire. Créer un peu avoir ce braquage-là, finalement, il n'est pas arrivé et c'est malheureusement logique aussi, finalement, le score. Il est vrai que, Patrick, cette rencontre a encore une fois basculé en moins de 30 minutes. Malheureusement, on a un petit peu l'habitude de ces entames qui viennent un petit peu doucher les espoirs assez rapidement du FC Metz, mais de ses supporters aussi. On a l'impression de voir toujours un peu la même chose, quoi. Finalement, il n'y a pas un but ou il n'y a pas une erreur individuelle. Alors là, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard, mais on va dire que le mal est peut-être un petit peu plus collectif sur ce coup-là, même s'il y a peut-être deux joueurs à cibler. Mais comme l'a dit Mathéo, bien évidemment, quand tu es à 10 contre 11 à partir de la 9e minute, tous les schémas, toute la feuille de route, tous les plans de jeu que tu as pu imaginer, ils sont forcément un petit peu à revoir ou à mettre même à la poubelle. On a souvent pensé cette saison que le FC Metz avait d'immenses carences défensives, mais pouvait s'en sortir par la qualité de certains de ses joueurs offensifs. On a vu que malheureusement, notre attaque aujourd'hui est à la peine, avec très très peu de mouvements, très peu d'attaques combinées, des écarts entre le pauvre Habib Diallo qui a fait peut-être l'un de ses pires matchs complètement seul, 30 mètres devant tout le monde, un manque d'inspiration totale. Et je fais juste un petit pas de côté pour parler de l'équipe d'Angers. Moi, j'ai beaucoup entendu ou lu, on prend qu'un point sur les deux matchs face à cette équipe-là. Alors sur le match aller, il y a énormément de regrets à avoir. Hein, si on se rappelle de scénarios où on rate un pénalty, où on en encaisse un en fin de match. Non, moi je trouve pas cette équipe d'Angers comme étant une équipe manquant de talent. C'est pas extrêmement français ce que je viens de dire, mais vous aurez compris l'esprit et l'idée. Je trouve qu'ils ont été tranquilles en fait. Ils ont été sereins, ils ont été sérieux et appliqués. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire en fait. Sereins, mais ils ont eu quand même un peu peur à la fin, vu qu'ils n'ont pas mis le deuxième but. Je pense que c'est ça où on peut avoir des regrets pour nous. C'est qu'Angers ne s'est pas mis à l'abri et ils ont été sereins, tranquilles,
peut-être même trop tranquille sur la fin. Oui, mais très franchement, je pense qu'on aurait pu être plus proche du 2-0 que du 1 partout, même s'il y a la grosse occasion pour Kofi Kouao. Dans l'esprit et dans la production et dans la proposition, pour moi, la défaite est complètement normale de la part du FC Metz, sans esprit de révolte, si ce n'est sur le dernier quart d'heure, effectivement, avec des changements qui ont fait un petit peu de bien. Et il faut reconnaître la patte de Benoît Tavenot, là aussi on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, on n'avance pas, 14 défaites, 1 point pris en 8 matchs. C'est miraculeux qu'on soit encore au contact de la place de barragiste, quand on voit la saison qu'on fait. 14 défaites en 20 matchs. Attention juste à une chose, hein. Alors pardon, je vais être extrêmement négatif, pas forcément mon habitude, mais Montpellier termine avec 16 points l'année dernière. On en a 12. J'espère quand même qu'on va au moins dépasser ce total avant de parler d'autres objectifs éventuels. Mais là, en l'état, je ne sais même pas comment faire pour gagner un match. Voilà. La parole d'un coach à l'autre. Avant de t'écouter, Bertrand, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de te donner la parole, on va écouter tout de même la réaction de Benoît Tavenot sur ce match. On va voir si tu partages son avis et celui de tes coéquipiers du jour. On rencontre, déjà on se la complique de par l'expulsion. Après, un peu comme la semaine dernière, on ne s'est pas désunis. On a bataillé jusqu'au bout. Maintenant, batailler, c'est important et c'est indispensable, mais après, il faut qu'on soit plus précis avec le ballon aussi. Même à 10 contre 11, on a eu des récupérations et on a eu trop de déchets techniques. Il fallait être capable de garder un peu plus le ballon. Et on aurait pu les déséquilibrer sur certaines récupérations. Maintenant, on a quand même l'occasion de Kofi à la fin, qui peut récompenser la débauche d'énergie, parce qu'on ne peut pas dire ce soir que les joueurs n'ont pas couru, n'ont pas défendu les couleurs, mais ça ne paye pas aujourd'hui, parce qu'il faut être meilleur avec le ballon, c'est une évidence. Bertrand, l'aspect mental est un petit peu de retour au FC Metz, et tant mieux, parce que s'il n'y avait pas ça en plus du reste, ce serait presque impossible d'espérer quoi que ce soit cette saison. Alors de retour, oui, et en même temps, non. Oui, dans le sens où l'équipe elle est généreuse dans l'effort, comme le disait le coach. Et non, parce que quand il fait fi du problème, quand il fait allusion à ces problèmes techniques, je pense que l'équipe, elle est malade mentalement. Parce que quand tu es en confiance, quand tu vas bien, tu proposes, tu es plus juste. Le FC Metz a quand même fait des productions au-delà des résultats qui étaient relativement cohérents. Et je pense que justement, là, mentalement, ils sont ébranlés parce qu'à partir du moment où ils encaissent le but, et je rejoins le coach dans son analyse, quand tu commences un match quasiment à la 10e minute où tu sais que tu vas bagarrer avec un joueur de moins, eh ben, ça met un coup. Ça met un coup et je pense que le FC Metz n'a pas besoin de ça en ce moment. Effectivement, Pat en parlait là tout à l'heure sur cette série de défaites. Qui plus est, avec une défaite lourde sur le match précédent à domicile. Tout à l'heure, tu en faisais référence sur ce match d'Angers. Au match aller, pour moi, c'était un match où il y a eu une bascule, où il y aurait pu avoir une bascule du côté positif, et malheureusement, ça ne s'est pas enchaîné. Et on voit aussi toute l'avancée de cette équipe-là, d'Angers, qui est aujourd'hui quand même à la 11e place, 26 points. Ils ont 14 points de plus que nous. C'est quand même le double du nombre de points qu'on a avec le FC Metz. Donc effectivement, l'aspect mental, l'équipe elle a l'image du coach. Le coach est généreux et dans l'engagement. Donc là-dessus, ils ont pas lâché. Mais là, il y a trop de... on est trop loin du niveau attendu de la Ligue 1. On en parlait en off là, quand on voit le match de Strasbourg contre le PSG. Alors certes, c'est des équipes de tête et puis le PSG, c'est peut-être un ovni. Mais là, on n'est même plus dans la même catégorie. J'ai l'impression qu'il y avait 2-3 niveaux. C'était même pas... on n'est pas en fin de tableau. Donc, si d'aventure, on en parlera sans doute, mais le mercato amène pas des solutions et puis que le coach puisse mettre sa patte au fur et à mesure, elle va être longue cette saison.
On va justement revenir sur les choix de Benoît Thavenot qui a quand même tenté, on ne pourra pas lui reprocher, Mathéo, quand on voit la composition d'équipe, avec notamment ce milieu de terrain assez inédit. Benjamin Stambouli de retour en tant que titulaire, c'est déjà un petit événement en soi. Si on rajoute en plus la titularisation de Believe Moulongo à ses côtés et la fait de mettre Jesse Deminguet sur le banc, c'est vrai que ça a été un petit peu le révélateur d'un choix assez fort sur ce match. Tout de suite, quand on voit la composition, c'est clair, c'est le premier sentiment qu'on se dit, c'est qu'il tente des choses. Moulongo, qui avait fait une superbe entrée contre l'Olympique Lyonnais, j'ai envie de dire qu'il a confirmé sur ce match contre Angers. Est-ce que c'est pas le meilleur Messin presque? Franchement, ça se discute, pas loin. Il a fait une belle prestation, il était relâché. Sans crainte, voilà. Il a fait ce qu'il savait faire. Il n'a pas voulu faire plus. Il a fait le nécessaire. Et c'est dommage, forcément, encore une fois, on revient sur ce carton rouge, mais on aurait bien voulu le voir à côté de Benjamin Stambouli au milieu de terrain. Mais finalement, Benjamin Stambouli, dans l'axe, je pense qu'il a tenu la baraque quand même aussi. Sur la fin, il était peut-être un peu cramé, notamment sa dernière perte de balle sur la fin. On sent que peut-être il était un peu en manque de rythme. C'est pour moi les deux individualités à ressortir côté Messin en tout cas. Et il est vrai que vous en avez l'habitude maintenant, depuis le début de la saison. Nathan est avec nous encore une fois pour cette émission et c'est vrai qu'on avait déjà parlé de Believe Moulongo il y a une semaine face à Lyon, mais on va essayer d'en rajouter encore un petit peu aujourd'hui. Effectivement, on avait évoqué cette statistique. Il était rentré dans le top 10 de précocité du championnat face à l'Olympique Lyonnais. Alors Bertrand, on a une question pour toi. Est-ce que lancer la carrière d'un tout jeune joueur dans ce contexte-là, c'est une bonne idée selon toi? Pour rappel, il n'a que 16 ans et 71 jours. On a déjà évoqué j'ai déjà eu cette question-là sur le plateau. Je crois que Maggio, je pense notamment. Peut-être. C'était le match de Lille, non? Et c'est le Lille quand il exactement. lance Guerty et Mélière sur la fin quand on se prend le 6-1. Tout à fait, exactement. On en avait. Presque, ouais. Voilà. Donc à l'époque, je crois avoir dit que c'était pas la meilleure des manières pour pouvoir être lancé. Puis en même temps, le concernant, en fait, ça dépend de quel angle on se positionne. Le joueur, je pense que lui, il a pas d'appréhension. Il vit ses premières minutes, il est heureux. Il a fait une bonne rentrée, comme tu disais, Mathéo, sur le match à domicile. Donc il a tout à prouver, à montrer. Le fait de débuter, ça lui laisse le temps de s'installer dans le jeu. Et il a montré de réelles qualités et dans la récupération du ballon et dans la transmission, ce que peut-être d'autres joueurs n'ont pas montré. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas l'idéal, mais lui s'en est bien sorti, ce qui montre aussi des qualités peut-être mentales. En tout cas, il a fait abstraction de cela. Mais effectivement, je pense que pour lancer des jeunes, dans la situation, alors je reparle du PSG, mais parce que le PSG lance beaucoup de jeunes depuis quelques temps, je pense qu'effectivement c'est plus propice au développement de ces joueurs-là. Maintenant, on n'est pas le PSG, donc ça, il faut... D'autant, dans le même moment, en avant-match, Benoît Thavenot disait qu'il envoie Chloé Mélière avec la Nationale 3, avec la réserve, parce que justement, rester assis sur un banc de Ligue 1, c'est bien, mais ça n'apporte pas de temps de jeu ni de compétition. Donc il essaye quand même de donner une vraie place, je pense, à ces jeunes dans cette équipe de ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il a du temps de jeu à Nathan Mbala aussi, qui l'a fait rentrer, et qui, moi j'avais bien aimé son profil lors des matchs de préparation, très rapide sur son côté. Il avait marqué un but lors du premier match, d'ailleurs, si je me souviens bien. Et ouais, je pense que c'est un peu l'idée aussi de Benoît Thavenot. Maintenant, c'est faire jouer les jeunes qui sont là et qui se disent autant saisir la chance, je pense. Il y a eu les jeunes et les joueurs confirmés de cette équipe du FC Metz. On va revenir très rapidement sur les différents tournants de ce match. Évidemment, ce carton rouge, Patrick, c'est vrai qu'on va donner un petit peu les off de cette émission. On discute beaucoup pendant les matchs et c'est vrai qu'on s'était tous un petit peu indignés du carton rouge et de l'intentionnalité. Il n'y a pas envie, en tout cas, de Gbamin de faire mal, mais malheureusement, le carton rouge, aujourd'hui, on ne peut rien dire à part qu'il est mérité. Il porte atteinte à l'intégrité physique du joueur. Voilà, c'est le point de règlement. Alors, peut-être qu'on peut considérer que c'est appliqué de manière bête et méchante. En attendant, en règle générale, c'est la hauteur du pied. Est-ce qu'il y a torsion ou pas? En l'occurrence, il y a torsion. En l'occurrence, il peut lui faire très mal au joueur angevin, même si bien évidemment, il n'y a aucune intention de faire mal ni de nuire. Moi, je rêverais d'un football qui saurait parfois s'ouvrir un petit peu. Je fais référence à une expérimentation qui a été menée, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que c'est un sport qui ne m'intéresse pas des masses, pour être tout à fait honnête, le rugby. Voilà, le rugby qui est pratiqué par 4 personnes dans le monde, mais qui veut toujours tout nous apprendre avec ses fantastiques valeurs.
Je m'ambiance un peu. la balle perdue. Ce sera notre débat, on va faire... La balle Au rugby, il y a eu une expérimentation, donc je ne sais pas si ça a encore cours au moment où on parle, mais ça date de 2023. Possibilité pour l'arbitre de sortir un carton jaune. Et si dans les 10 minutes qui suivent, il n'y a pas de blessure du joueur ou de nécessité de le sortir, on reste sur le jaune. Si le joueur est effectivement blessé, en l'occurrence Belkebla, C'était pas le cas. pas de souci, là on peut sortir le rouge. Je trouve que ça pourrait être une idée extrêmement intéressante. Et je vais aller vers ton propos, c'était pas un scandale si tu mettais jaune, comme c'était le cas au début, ou si tu mets le rouge ensuite, c'est pas un scandale non plus. Ce qui est dommageable, c'est encore une fois ces débats interminables sur l'assistance vidéo, qui est de juger une image à l'arrêt. Ah oui, la cheville, elle est bien touchée. Il peut prendre très cher, et puis heureusement qu'il n'a rien. Derrière, il cavale tout le match. Mais c'est le fait de juger, encore une fois, ces images au ralenti, et ça accentue forcément la situation, parce que l'assistance vidéo... C'est vrai que je suis pas médecin, mais il y a quand même presque un angle quasi droit là. Eh oui. Sur le... C'est Ça clair. peut être extrêmement dangereux, il faut le dire. Et puis, Ah oui, et puis, totalement. il y a pas, ça doit jouer aussi dans l'esprit d'un arbitre. L'arbitre, il doit aussi prendre en compte, certes c'est une situation de carton rouge, mais c'est un début de match, 10 minutes, tu sais que tu peux tuer le match et ça change tout. Disons qu'il y a deux types de cartons. Il y a celui que Sadibou Sané prend parce que ses deux jambes était arrivent au mérité. niveau du bassin de l'adversaire Qui contre était Toulouse, mérité. et celui-là où en fait malheureusement son pied glisse sais- du ballon quoi. On est Sané, d'accord. c'était un craquage. Là, Voilà. on voit bien que c'est une Oui, maladresse. tu sais que c'est une maladresse, il a aucune volonté de faire mal. Eh oui. Alors c'est sûr que s'il sort blessé, etc., tu te dis, bon, le rouge serait mérité. Là, heureusement, il n'a rien, Langevin. Mais certains arbitres vont te dire qu'il doit maîtriser son geste, et malheureusement, il glisse sur le ballon. Mais après, dans ce cas-là... Mais c'est toujours pareil, c'est toujours cette notion de psychologie à Voilà. avoir ou pas dans l'arbitrage. Et aujourd'hui, tu tues un match, tu as une équipe qui joue le c'est- maintien, oui, oui. c'est ça qui c'est surtout le timing. Voilà, quelle que soit ta Dixième situation minute de jeu. comptable ou ta situation au classement. Voilà. Dès lors qu'on est à la 9e minute, qu'on voit très bien que Gbamin, qui en plus par ailleurs, même si ça ne doit pas être un critère qui entre en ligne de compte, Il a conscience, n'est pas connu comme étant un Non. joueur méchant. Puis il le sait, il sort, ça se voit. Oui, mais les arbitres Heureusement, appliquent dans ce le cas-là, règlement. On parlait du match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Alors, je vais mettre La main des de grands Marquinhos. guillemets non, je vais mettre des grands guillemets heureusement, mais Hakimi est expulsé pour le même type de faute. Il y a aussi intégrité mis en avant et tout. Là, s'il y avait un jaune qui serait sorti à ce moment-là, on aurait pu avoir quand même de quoi être dégoûté. Ça va dans le sens l'histoire. inverse. C'est ça. Si ça a été le Messin qui Bien sûr. était taclé comme ça, on réclame le rouge. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et quel que soit le moment du match, hein, tu vois, c'est Bah, le réclamer, forcément, on a cet moi, angle-là j'ai parce pas- que... j'ai Comment pas je rejoins des idées, mais pour moi, il n'est pas mérité du tout. Du tout, mais du tout, parce qu'il glisse sur le ballon. Et si on Est-ce qu'on appelle pas ça un geste technique raté ? Le fait d'avoir glissé sur le ballon, Ah oui, de ne pas avoir de maîtrisé fait. son ballon en fait. De fait, bah, si tu glisses dessus, c'est que tu l'as pas maîtrisé. alors, Bah, c'est moi, bête à dire, hein, bien sûr, Qu'il est mais- maîtrisé ou pas maîtrisé, c'est le hasard qui tombe sur. Je veux dire, il n'y a pas d'intention. Et mais l'arbitre mais- va te dire mais- que tu dois gérer. Et pour en avoir ces parlé situations-là. sur ces fautes-là, l'intentionnalité, Dans ces cas-là, à l'inverse des mains, Ah, mais n'est là, pas pris en on est compte. trop loin du dans les- football, les gars, arrêtez. C'est pas. Ah, mais on va te rejoindre, mais c'est on l'arbitre. ne cautionne pas. Mais aujourd'hui, la notion d'intentionnalité, elle est plus vraiment prise en compte. C'est bien là le problème. Mais bien sûr. Ouais. C'est bien là le problème. Et je parce pense que, comme je disais, c'est accentué par la vidéo aussi. Ah bah là, Ouais, carrément. mais clairement, parce qu'il y a un arrêt sur image où là, effectivement, si tu prends l'image brute, tu vois pas l'avant, tu vois pas l'après. On Bah, te tu te dis, l'offre bah, en ok. 4K là, si tu veux. Derrière. On Ouais, je vois ça, mais non, là, ça n'a me juste vient. pas de rapporteur pour compter l'angle parfait, mais bon. L'idée de Pat, il a complètement raison. Moi, Effectivement, j'adorerais, vraiment. Si le joueur, par contre, effectivement, qui est intention ou pas intention, le joueur sort blessé. Là, effectivement, là, c'est une autre logique. Mais je trouve que là, les arbitres, là-dessus, ils doivent faire un peu preuve de finesse, de logique foot. Voilà, il y a peut-être une faute qui mérite, mais à un moment donné, il y a l'intention et là, je suis... Mais Parce en que plus, tu fais comme dans le football amateur, ou sinon tu as les fameuses 10 minutes où tu sors 10 minutes, Ouais. ou comme dans d'autres sports aussi. Mhm. Ça, c'est des expérimentations où je pense la FIFA y réfléchit parfois dans des compétitions, ils essayent des choses, mais finalement, on n'y est toujours pas. Ce fameux carton aussi qui pourrait être intéressant, mais ça, c'est des débats finalement. Parce que là, ça change complètement la donne. Bien hein. sûr. Match. Mais Complètement il la maîtrisait donne. un petit peu son Scénario. sujet sur les premières minutes. En plus, ceux qui ont vu la première Oui, occasion tu du match dis avec Diallo qu'il y qui avait- tire au-dessus, mais bon, tout de même, il y avait. Tu sentais un peu le FC Metz en plus, peut-être. Allez, c'est que 10 minutes, mais peut-être plus serein. Et puis là, ça te plombe le moral. Une équipe qui chaque jour prend des tôles, chaque journée prend des tôles. Et ensuite, en plus, tu as des cartons rouges qui
sont hésitants, mais bon. En tout cas, ça fait mal. Surtout quand derrière tu enchaînes avec après 25 minutes. Alors Benoît Thérault parlait de dinguerie défensive contre l'OL, mais en plus Patrick t'enchaînes derrière avec encore une fois une grosse erreur de la défense et en plus d'être à 10 et où tu avais du mal, derrière t'encaisses un but au bout de 25 minutes. Ah bah oui. Et on va le revoir ce but. Encore une fois, il y a une erreur de fait manifeste et le Sens peut s'en vouloir qu'à lui-même là-dessus. Alors, à mon sens, il y a plusieurs erreurs. Il y a, alors oui, on peut se dire, mais Ballo-Touré, pourquoi tu défends pas debout? Pourquoi tu te jettes? D'autant qu'il se jette avant même que le joueur commence à impulser le mouvement. Donc il se dit, je pense, je veux boucher au maximum l'angle du centre. Ok, ça peut s'entendre, mais regardez comme il est seul. Regardez comme le buteur est seul. Moi, ce qui me gêne sur cette occasion, sur cette situation, c'est que personne ne lève la tête. Tout le monde est sur le ballon. Personne ne prend la moindre info. Il y a Traoré qui finalement, lâche un petit peu le marquage, je trouve. Le petit Believe, on dit Believe. C'était pour tester ton anglais, mon cher. C'est ça parce que tu as réussi à dire Maitland Nice Maitland Nice. Non, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est tout. D'accord. C'est peut-être pas lui qu'on va incriminer en premier lieu. Ouais, clairement. Mais je pense que il y a peut-être un pas ou deux ou une petite accélération qu'il peut faire. Toujours est-il que le joueur angevin est seul dans une zone où autour de lui, les joueurs messins sont à 5 mètres. Voilà. Sur une situation où on est réduit à 10, où il ne faut surtout pas craquer. Et je pense qu'effectivement, si on était resté imperméable le plus longtemps possible, on aurait pu espérer un résultat. Mais quand tu es à 10, à la 9e, quand tu prends ce genre de but à la 25e, dans la situation où on est, où les têtes sont dans les chaussettes, ça te met un coup direct ensuite. C'est très compliqué derrière. Mais je compléterais, Pat, par rapport aussi au départ de l'action, sur l'alignement. Oui, bien sûr. Son alignement, il n'est pas tout net et il ne respecte pas les distances d'intervention également. Il est trop à l'intérieur, donc un peu plus haut. Tu parles de qui? De Ballo-Touré. Ouais. Donc il est, je dirais, 1 ou 2 mètres pas aligné et surtout trop à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu parles de prise d'information, il ne gère pas le joueur qui est sur son côté, où il y a peut-être cette intervention dans le temps de passe au moins à venir cadrer, et pas, il est tellement en retard en fait, c'est pour ça qu'il sent ça après dans le tacle. Mais comme tu l'as dit, bien trop tôt. Et puis derrière, on n'a pas les joueurs qui accompagnent, tu le disais aussi Mathéo. Il faut faire attention, il est encore en train de tacler la Ballo-Touré, il glisse encore là. Lui, en tout cas, n'a pas glissé dans ce match. On a débattu un petit peu sur son cas. En plus, en avant-match, c'est Jonathan Fischer qui a maintenu le suspense. Mathéo, c'est vrai que certains remettent peut-être en cause le fait que ce gardien ne rapporte pas de points. On a vu ce débat, je crois, jeudi dernier avec Rémi. Rémi, si tu nous regardes. Voilà. Mais moi, grâce à lui, tu as pu espérer tout le long de la rencontre parce que c'est quand même 6 arrêts pour le portier messin. Encore une fois, on peut le remercier, même si on gagne pas qu'il arrête le premier, mais est-ce qu'il peut sauver à chaque fois les errements défensifs? Je ne pense pas. Ouais, tu gagnes pas de points quand même finalement. Heureusement, oui, il fait ces 6 arrêts-là. On a été un peu dominé par situation. Maintenant, c'est pas vers lui que. C'est sûr, il fait une bonne prestation, mais c'est pas vers lui qu'on va regarder premièrement. Par exemple, on l'a dit au tout début, mais c'est offensivement, par exemple, quand Habib Diallo était laissé tout seul. Même sur la fin, il fait pas le match de sa vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est tout seul. Oui. Même quand les rares ballons qu'il a eu. Les rares ballons, même des fois quand il arrive à inspirer déjà. Oui, c'est sûr. Mais les quelques fois où tu dis il arrive à avoir un ballon et il est tout seul. À qui il le donne? Et c'est ça le problème aussi. Ça a été les quelques situations offensives que tu avais. T'as pas emmené tout le monde vers l'avant, quitte à te reprendre à contre derrière. Mais... Surtout quand on voit 17 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 0, ce qui a montré les errements offensifs. Ceci étant, est-ce qu'il fait des exploits immenses, Jonathan Fischer? Moi, je l'ai défendu contre Rémi, justement, parce qu'on en parlait sur le match de Lyon. Et sur le match de Lyon, tu peux quand même difficilement remettre en question sa performance. À titre personnel, si je dois donner un avis, pour le moment, je défends le joueur parce que, encore une fois, mais moi 17 tirs, 7 cadrés, tu finis à 1-0, c'est aussi grâce à lui, c'est pas que des tirs. Objectivement, est-ce que tu as l'impression qu'il fait d'énormes parades? Non, il fait son travail. La main là sur le. Il y a quand même 2 ou 3 arrêts. Mais moi, j'ai un problème avec le fait, je ne sais pas si vous avez remarqué cette tendance, les gardiens, ils boxent. Moi, je le trouve mauvais dans cette sortie. Il y a 1 ou 2 prises de balles qu'il aurait pu faire. Et encore une fois, moi, je le défends globalement, même si là, je le critique. Hyper logique. Voilà. Mais voilà, c'est une tendance lourde chez les gardiens. On boxe, on ne va plus jamais faire une prise de balle propre. Alors, je peux comprendre qu'on ne veuille pas prendre de risques. C'est sans doute une consigne aussi. C'est sans doute quelque chose qui fait partie du process aujourd'hui. Mais il y a parfois des ballons, je me dis, pourquoi tu boxes? Tu n'arrives pas à la prendre? Enfin,
Voilà, c'est peut-être aussi un aspect mental à prendre en compte. On en parle pour les joueurs avec les défaites, mais quand un gardien, parce que malheureusement on peut dire ce qu'on veut, il 45 buts, il les a encaissés, quoi. Donc ça peut peut-être trotter aussi un petit peu dans la tête, qui fait que plutôt que de capter, tu vas essayer de dégager, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives. À voir. Au plus simple, d'accord. Il faudrait qu'on voit avec Lyon, ça va peut-être de lui demander à l'occasion. Benoît Thavenot proactif dans ce match, on l'a vu, 5 changements évidemment, alors qu'ils n'ont pas tout changé certes, mais néanmoins on a vu Benoît Thavenot qui a voulu mettre ses joueurs face à leurs responsabilités. Sur la fin, c'était du 1 pour 1. On a essayé de mettre le plus d'attaquants possible et de faire quelque chose. Est-ce que c'était les ingrédients pour un match en infériorité numérique qu'il fallait mettre ? Comme il l'a dit, il n'a pas pu l'expérimenter parce qu'il manque de temps, forcément. Je pense qu'il y a d'autres priorités que de se dire on va déjà prévoir un scénario où on joue à 10. Parce que dans un premier temps, Gauthier défendait encore sur le côté et après il l'a réaxé pour prendre que Gauthier dans l'organisation. Après son choix, il a failli être payant entre guillemets, dans le sens où il y a eu des opportunités sur la fin de match. Il l'avait dit en avant-match qu'il fallait déjà être plus costaud déjà défensivement. Donc ça, c'était une vraie consigne. Donc quand vous avez déjà cette volonté de ne pas prendre de but et qu'en plus vous êtes à 10 avant la 10e minute, forcément l'équipe elle est plutôt recroquevillée. Donc son choix et son organisation a failli, mais faire mouche, on va dire. Mais malheureusement, ça n'a pas été au bout parce que Pat, je crois, en parlait là tout à l'heure, Mathéo aussi. On manque d'ambition, on manque de caractère offensif et peut-être de potentiel également. Donc le petit Nathan Mbala fait une rentrée, certes, et encore on ne l'a pas vu ou peu vu. Je parle de lui parce que je le connais un petit peu et je crois en son potentiel d'avenir. Moi aussi. Mais là, actuellement, ouais, c'est bien trop juste. Malik Mbaye est éventuellement sur le départ. On en parlera peut-être après avec les joueurs qui vont. On a une page mercato, en effet. Et puis, tu n'as pas de plan B pour Habib Diallo. Jacques Sabali non plus. Pas encore. Exactement. Pas encore. Teaser. Instant teaser. Non, mais c'est bien fait. On est vraiment dans un domaine là où effectivement il faut soit du monde, soit peut-être l'émergence de certains jeunes comme. D'autant que sur le papier, comme on l'a dit, c'est 3 départs déjà pour le moment avec TOSMS, 2 joueurs offensifs. Alors du prêt, de la vente, si vous voulez, Brian Maggio, Mario Mokele, ça reste quand même des départs offensifs. C'est vrai que cette défaite a eu tendance à frustrer. Alors sur le plateau, dans vos connaissances, c'est surtout du côté des supporters, dont ceux qui ont fait le déplacement. Ça a été l'image un peu forte de cette fin de match. Benoît Thavenot qui est allé voir ces mêmes supporters en parkage. On va d'abord écouter quelles ont été les petites indiscrétions et on en rajoutera une petite couche après. Important pour moi de se garder contact. Oui, moi je préfère discuter que pas. Mais après, je peux pas y aller tous les jours, je peux pas y aller toutes les semaines. Et mon travail, c'est de gagner des matchs et pas discuter avec les supporters. Ça fait partie aussi de mon travail, mais je peux pas le faire toutes les semaines. Qu'est-ce qu'ils veulent les supporters? Que le FC Metz gagne, c'est tout. Donc le FC Metz ne gagne pas. Donc on a discuté de ça. Et puis après, des fois, la déception fait qu'on n'est pas sur les bons constats. La frustration fait qu'on n'est pas sur les bons constats. Et voilà, j'essaie de rétablir deux, trois vérités, en tout cas les miennes, et notamment sur le fait que ce soir, quand même, globalement, les joueurs avaient donné. C'est la réalité. Par contre, à l'image de la semaine dernière, où sur la première mi-temps, les 4 buts, on défend très très mal. Ce soir, on a plutôt bien défendu, mais on a eu trop de déchets avec le ballon. Même à 10 contre 11, on est capable de garder un peu plus le ballon. On fait une discussion avec les supporters pour parler évidemment de la série de résultats négatifs. Tu mettais en avant les statistiques avec le nombre de points en peu de rencontres. Il a été aussi question de Gauthier. Ça s'est un petit peu ébruité sur les réseaux après coup. Gauthier, dont la sortie a fait un petit peu parler. Apparemment, il y aurait eu quelques petites frictions avec les supporters qui ont décidé de mettre en avant le fait que ce n'était pas forcément très, entre guillemets, capitaine compatible. C'est vrai qu'on en a déjà parlé un tout petit peu, Patrick, de ce brassard de capitaine pour Gauthier. Attention peut-être à ne pas laisser la frustration trop parler dans une situation qui, on le sait, touche tout le monde et tous les amoureux du FC Metz, dont le joueur, qui ne s'en cache pas. Frustration de qui? Supporter de Gauthier. Par rapport à Gauthier ou de la Gauthier sur ce qui se passe et... Ouais, je crois qu'il doit être très malheureux aujourd'hui, surtout après un match comme celui-là. Il sait très bien qu'il pourrait avoir un impact bien plus important sur le jeu de l'équipe. Est-ce que dans ce nouveau rôle d'excentré sous Benoît Thavenot, c'est vraiment la position qui lui plaît ?
ou qui lui convient. Surtout que même là, on voit qu'il reste pas à droite. On l'a vu partir à gauche, repiquer dans l'axe. C'est qu'on préfère dans le cœur du jeu. Ce qu'il faisait aussi, quelque part, dans le cœur du jeu, on le voyait souvent désaxer, décrocher, partir sur le côté. Alors je pense que Bertrand pourra valider ou non, c'est plus simple de faire ça quand tu es dans le cœur du jeu que sur un côté que tu délaisses quand tu es à l'opposé. Bien sûr. Mais oui, pardon, juste pour dire que franchement, on peut être que peiné de voir ça. C'est quand même un gamin du club qui est revenu l'année dernière, qui voulait s'épanouir pour la première fois peut-être en Ligue 1. Il a envie d'emmener tout le monde et visiblement, il incarne un peu le manque de solutions qu'on a évoqué, le manque de propositions offensives, le manque de qualité offensive. Et quand Gauthier ne va pas bien, c'est le baromètre de cette ça reste celui qui a le plus de statistiques cette saison en tant que buteur et passeur. Il est déjà presque à 10 au cumulé entre but et passe décisive. But et passe décisive. Oui, mais pour quel résultat in fine ? Voilà, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui crée de la frustration. Quand il fait la différence, il y a eu des victoires à peu près. On peut parler de Lens notamment, par exemple, pour ne citer que celle-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Tu peux être peiné de sa situation parce que c'est vrai que dans le jeu, il a un peu plus de mal par rapport à son positionnement. Mais tu dois pas excuser non plus ce que tu lis apparemment sur les réseaux sociaux de les gestes qu'il aurait fait envers les supporters. Ça, j'en ai pas connaissance, je t'avoue. Moi non plus, c'est pour ça que je fais juste redire de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est dangereux c'est dangereux de se baser sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis ce sont que des rumeurs. Mais de ce qu'on lit, et c'est vrai que ce serait dommage et on doit quand même marquer, en tout cas au moins le respect sur les supporters qui ont fait le déplacement. Et c'était 80, je crois, à peu près à faire le déplacement à Angers. Et ça, la frustration, elle doit pas être mise envers les supporters, mais plus, c'est sûr, dans le jeu, il doit lâcher sa frustration un peu plus, quoi. Et je te fais la passe. Non, je t'en prie. Pour bien connaître Gauthier, c'est, comme tu le disais, tu l'as à juste titre, c'est un amoureux du FC Metz et de son territoire. On n'en doutera jamais, ça c'est sûr. Et c'est un garçon avec un gros caractère. Donc, en fait, quand Gauthier, effectivement, ça ne marche pas comme il souhaiterait que ça puisse fonctionner, il est frustré. Et on le voit dans les matchs, ces gestes un peu de frustration, parce que la passe n'est pas de bon tempo, machin, ce qui est totalement compréhensible. Je pense qu'on a les mêmes gestes derrière la télé. C'est pour ça que je pense que c'est pas Alors je sais pas ce qui s'est passé non plus et j'ai pas lu parce que ça c'est hyper dangereux. Mais par contre, je pense pas que ça soit en lien avec les supporters. Non, je pense que c'est en lien par rapport à sur le exactement. C'est juste ça qui est dommage. Et peut-être par rapport à lui déjà. À lui, parce que sa performance, je regardais hier, c'est souvent vers l'arrière, c'est latéral. On n'a pas le bon tempo. Exactement, ça manque de vertige. Ça, on ne pourra pas dire le contraire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand tu es devant offensivement, que ce soit Abidjalo ou là, Gauthier, il est souvent esselé aussi. Donc tu as peu de solutions, donc tu reviens derrière. Mais parce qu'on n'a pas ces appels. Moi, j'en ai fait part déjà ensemble, je crois, quand on commentait, mais depuis longtemps, on n'a pas ces joueurs qui percutent dans les appels, dans la profondeur, dans la verticalité. Donc c'est dur après justement de pouvoir trouver ces passes de déséquilibre. Et ça fait que des passes vers l'arrière. Et pourtant, Ballo-Touré et Kofi Kouao ont plus le profil offensif à faire les allers-retours sur les côtés. Ballo-Touré, il a rien fait hier, à part des cagades défensives. Il n'a rien apporté devant. Bon, Kofi, on l'a vu, malheureusement, il a loupé ça une grosse situation, mais on les voit peu, les latéraux. Et c'est devant qu'ils doivent apporter. Surtout quand tu es à 10 contre 11, tu dois faire l'effort pour accompagner ton équipe devant. Ouais, ou les milieux de terrain, parce que tu n'as pas que l'apport sur les couloirs, tu as aussi ces joueurs, ce qu'on appelle souvent la plongée du 10. C'est un beau terme, ça. Je ne connaissais pas. Ouais, après, on le dit J'en ferai le titre d'une montobiographie, je pense. Mais juste si je puis me permettre, ce que fait Benoît Tavenot, là... On s'arrêtera là-dessus après, parce qu'il y a encore le mercato à faire. C'est très... Tu me dis si je t'embête, mais on... Non, attention, si je n'étais pas limité, je te laisserais dire tout ce que tu veux le temps que tu veux. Tu as raison de bordurer le truc et de dire dépêche-toi quand même, parce que... On te connaît maintenant. Voilà. Je trouve que c'est intelligent ce qu'est en train de faire Benoît Tavenot. Parce que d'aller parler aux supporters, seul... Qui vient d'arriver. C'est intelligent. Le bilan... Pour l'instant, c'est pas lui qui le porte. Justement, c'est ce qu'il dit aussi. Lui, il ne porte pas la frustration des 6 derniers mois, il vient d'arriver. Oui, et en même temps, il n'est pas en train de s'exonérer de ses responsabilités non plus. Et je pense qu'il n'est pas bête. Il sait très bien qu'il part avec un déficit en termes de capital sympathie parce que, associé à la période Antonetti de fête, etc., je pense que ce qui a gêné les gens, c'est moins le fait qu'il ait été débarqué de Bastia après n'avoir pas conquis la moindre victoire après 11 journées, parce que sur sa première saison à Bastia, elle était correcte, il termine 8e, c'est pas une infamie.
Je veux dire, ce qui lui est reproché, c'est plutôt ça. Et là, il essaye de tisser du lien, il essaye de proposer des choses, il essaye de dire clairement les choses, et il a raison sur les constats qu'il fait, lui, dans sa position d'entraîneur. C'est-à-dire que là, il y avait un semblant de solidité défensive, ou en tout cas d'intention qui était retrouvée. La détermination, on s'est moins fait transpercer que ça a été le cas face à Lyon. Donc voilà, il se raccroche à de petites victoires à son niveau, de petites avancées de son point de vue à lui, et politiquement et stratégiquement, je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Et c'est courageux, encore une fois, d'aller seul face à un parquage quand tu es sur 1 point en 8 matchs, quand tu es à 14 défaites en 20 journées. Même si, encore une fois, ce n'est pas de son fait si on enlève les 2 derniers matchs. Mais je trouve que c'est plutôt malin ce qu'il est en train de faire. À voir si ça pourra avoir des répercussions comptables. On va revenir très rapidement sur les résultats et sur le classement, car malheureusement, ça n'avance pas pour le FC Metz. Néanmoins, des petites surprises ce week-end avec la défaite de Nantes, notamment contre Lorient, le match nul entre le Paris FC et Marseille. Je vous laisse tout lire, avec Strasbourg qui s'est incliné face au Paris Saint-Germain notamment. Et au classement, devant, ça continue d'avancer pour le PSG et le Racing Club de Lens. Lyon qui revient à hauteur de l'Olympique de Marseille après sa victoire contre Lille. Mais dans le bas de classement, c'est ce qui nous, malheureusement, va nous intéresser. Nantes, Auxerre et le FC Metz se tiennent toujours en 2 points. Un petit miracle, comme tu le disais, Patrick. Un petit miracle dont il va falloir s'accrocher pour espérer quelque chose. Peut-être bien aidé par le Mercato qui va bientôt fermer ses portes. C'est tout de suite l'heure du focus. Et oui, nous sommes lundi, c'est une nouvelle émission du Grauli Mag, mais c'est aussi en ce 2 février, le dernier jour du mercato hivernal. Il fermera ses portes dès 20h. L'occasion de revenir sur les dernières informations, car ça y est, ça bouge du côté du FC Metz. Très rapidement, on va revenir sur les différents cas, à commencer par Cheikh Tidiane Sabaly, direction la MLS avec Vancouver qui a décidé de s'attacher les services du champion d'Afrique avec le Sénégal, valeur 1 million d'euros à 6 mois de la fin de son contrat. Mathéo, destination un petit peu surprenante, on parlait de l'Angleterre cet été, d'autres sommes d'argent aussi, là ce sera plutôt finalement les States. Écoute, il part, c'est... Après, départ attendu. Ce qui est attendu, lui, il aurait espéré peut-être 6 mois avant. Après ce qu'il a fait, forcément, bon vent maintenant. Il est plus au club maintenant, c'est comme ça. Est-ce que c'est un joueur est-ce qu'on l'a vu plus ou moins, qui aura laissé à sa manière une trace au club? On l'a dit, malheureusement, il y a ce statut de meilleur buteur la saison dernière, mais il y a eu un plafond de verre quand même. Faut pas pousser. Il aura fait une bonne saison en Ligue 2 dans les meilleurs buteurs et c'est tout. C'est tout ce qu'on retiendra de Sabaly. C'est quand même pas propre la manière dont se termine cette saison, quoi. Non, c'est la grève. Il doit quand même. Le dernier match pour lui, c'était avec le même match face au Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, PSG, je crois, début décembre. Dernier, mais il est rentré. Ouais. Il est remplaçant. On retiendra finalement pas grand-chose de Sabaly. Mais il aura fait beaucoup d'années au FC Metz finalement. Et là, depuis juillet 2018, il y a eu 2 prêts ou 3, si je ne me trompe pas. Il a fait Pau, Queville, il me semble. Donc oui, ça reste quand même un joueur qui s'inscrit aussi dans la grande liste des joueurs qui sont passés entre 2 générations au FC Metz. Il aurait pu rendre autrement sur cette dernière année, quoi. Je trouve. L'histoire de la grève, moi, on l'aura beaucoup évoqué en début de saison, mais c'est sûr que ça a beaucoup terni son image et finalement, on retiendra que ça de Sabaly quand on en parlera de lui sûrement dans 5-10 ans peut-être, si on parle de lui. Il est vrai que ça avait été un petit peu particulier, notamment sur cette entrée en jeu pour son premier match après justement tous ces événements de l'été. Lui était au club et le sera encore. Il va même prolonger son contrat. C'est Ibou Sané, mais il va être prêté dans la foulée direction Amiens en Ligue 2. Un prêt qui arrive peut-être, on a envie de dire, 2 ans un peu trop tard pour lui. C'est vrai que le mercato hivernal et Ibou Sané, c'est une histoire qui a eu du mal à matcher. On se souvient la saison passée, direction le Paris FC, ça s'était pas fait dans les toutes dernières secondes du mercato. Là, est-ce que 6 mois, c'est pas un peu court pour se développer en tant que joueur lors d'un prêt? Non, 6 mois, je pense que ça peut le faire. Après, tu parlais de timing, c'est exactement cela. Moi, je pense que c'est un garçon qui a besoin de s'aguerrir à l'échelon inférieur, la Ligue 2, voire la Ligue 3. Qui va arriver l'année prochaine. Donc je lui souhaite bien entendu d'évoluer en Ligue 1 ou d'évoluer au plus haut où il pourra, mais je trouve que c'est un garçon qui manque encore dans l'intensité, l'impact, la justesse technique. Voilà, je le trouve un petit peu juvénile, en fait, en tout cas en Ligue 1.
parce que peut-être qu'en Ligue 2, ça se voit un petit peu moins, mais là, c'est assez criant. Donc, effectivement, le prêt lui fera peut-être du bien. Je suis un peu surpris, moi, personnellement, mais c'est juste une lecture personnelle de son potentiel, en me disant que le FC Metz l'a fait re-signer, alors qu'il est engagé jusqu'en 2027. Donc, un prolongement, c'est-à-dire que le FC Metz croit en lui. Et pourquoi pas ? Je suis plus dubitatif par rapport à cela. C'est vrai que quand on regarde ce prêt en Ligue 2, la charge a été un peu grosse pour lui, Patrick. C'est vrai qu'il fallait remplacer Habib Diallo pendant un mois et demi. C'est pas évident, surtout pour Ibou Sané qui, on l'a dit, Stéphane Le Mignon en parlait déjà, n'avait pas forcément encore les épaules assez larges pour supporter déjà la Ligue 1 et en plus ce poids-là d'être numéro 1. Bon, au propre comme au figuré, hein. Si on parle des épaules, malheureusement, on a bien vu que c'était un garçon qui manquait beaucoup d'impact, qui avait du mal à exister dans les duels. Je l'ai trouvé plus intéressant quand il était sur un côté plutôt qu'effectivement en tant que remplaçant d'Habib Diallo. Là, on a clairement Il avait vu été mis, encore une fois, on le répète un petit peu, parce que c'est vrai qu'on se répète un peu dans cette émission, et la saison est longue et on se voit beaucoup. Et puis on a tout le temps les mêmes matchs. Il avait été replacé en plus bas par Stéphane Le Mignon. Ça a été un petit peu son pari de se dire peut-être que tout seul devant, non, mais dans le cœur du jeu ou un cran derrière, pourquoi pas. Oui, je trouvais qu'il existait un petit peu plus, effectivement, dans ce registre-là. Mais là, en tant que numéro 9, j'ai envie de dire pur, non, ça n'a clairement pas fonctionné. Deuxième attaquant peut-être, si ouais, tu joues à 2 points, éventuellement avec un point de fixation. Mais oui, là, à l'évidence, tu dis 6 mois, ça va faire 4 en fait. Hein. Ouais, saison s'arrête en mai, on est février. Donc ouais, ça peut être peut-être un petit peu juste. Mais là, il fallait qu'il parte, quoi. Ça n'avait plus vraiment de sens. Ça fait un moment avait qu'on plus de le dit, sens. Il faut le prêter. Pour lui et pour le club. Ouais. Pour les deux parties, là, il fallait qu'il y ait une solution de prêt. C'est du bon sens. En espérant que ça lui apporte presque autant de bien, voire plus que Malik Mbaye la saison dernière, qui était parti au même moment, qui a fait une demi-saison pleine du côté d'Amiens. Nathan, Ibou Sané qui ne sera pas tout seul à Amiens. Ouais, effectivement, à Amiens, Ibou Sané retrouvera un autre joueur prêté par l'FC Metz, c'est Joseph Ndoukidi. Par ailleurs, le 13 février prochain, les deux joueurs affronteront Morgan Bokele, qui est lui prêté à l'USL Dunkerque, pour le compte de la 23e journée de Ligue 2 Emeric. Eh oui, comme quoi tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre. Nous, ce qu'on risque de retrouver du côté du FC Metz, c'est cette fois-ci au niveau des arrivées, c'est un autre Géorgien, évidemment. Je vais me tourner vers toi, Mathéo. Georgi Gvilitaia. Alors, il va falloir le travailler un petit peu. Troisième Géorgie qui rejoint le FC Metz après Titaishvili et Abouachvili. Troisième Géorgien également, évidemment. C'est pas une petite faute de français. Hein, non. Mais l'attaquant de 32 ans qui vient tout juste de résilier son contrat avec Laris Limassol. Très rapidement, c'est vrai que tu avais un petit peu travaillé le sujet géorgien cet été. Tu étais à la conférence de presse de présentation des deux joueurs. On continue à creuser cette filière-là. Bon, la rumeur sort un petit peu tard et on ne sait pas trop d'où, mais elle est là. Et savoir déjà ce que tu en penses et si elle s'inscrit dans ce que tu as pu entendre cet été notamment. Ce que j'en pense, le joueur, je pense comme beaucoup, on ne le connaît pas forcément. Le profil peut être intéressant, pourquoi pas, tu mises sur quelque chose, mais malheureusement... 1m93. Profil similaire à Habib Diallo sûrement aussi, mais moi ça me dérange pas de miser sur un joueur comme ça qui peut être intéressant. Moi ce qui me dérange c'est que si on pense que c'est ce joueur-là qui va nous maintenir, c'est faux. C'est pas, je pense à moi que vraiment c'est le joueur incroyable qu'on ne voyait pas venir. Moi que le FC Metz tente des paris c'est normal. Moi ce qui me dérange c'est de pas tenter des paris de joueurs qui connaissent le championnat et notamment la Ligue 1 et la France parce que mais on va te dire qu'on n'a pas d'argent. Et c'est toujours le même débat, malheureusement, et c'est pas normal. Et même des joueurs en libre, tu peux tenter. Et là, j'avoue que j'ai pas fait la liste, mais il y a sûrement bien un ou deux joueurs qui connaissent un petit peu la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est un gars qui était du championnat chypriote, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça reste, je pense, quand même à un moins bon niveau que la Ligue 1. Mais au moins, c'est pas de l'exotisme à la Kchouka. Je le prononce très mal. Hein. Skouka. Voilà, Skouka. Ouais, voilà. Il a quelques références quand même. Je ne connais pas, pour être honnête. Ouais, moi non plus. Il a quelques références, oui. Il y a quand même des clubs connus dans sa liste. On peut penser à la Gantoise, le Rapid Vienne. On a l'Hapoel Nicosie. Il est également avec la Géorgie. Nathan va nous en parler tout de suite. C'est quelqu'un aussi qui est international. Ouais. Oui. Effectivement, petit point international pour Gvilitaia, c'est 42 sélections pour 6 buts avec la Géorgie. Il était titulaire cet été pour les matchs amicaux face aux îles Féroé et au Cap-Vert. Il était également au rendez-vous de la dernière trêve internationale, où il était remplaçant pour l'Espagne et la Bulgarie. Mais il est rentré les deux fois en jeu, c'est donc un joueur qui compte pour sa sélection.
Et on le voit sur les statistiques derrière moi, il est sur une demi-saison avec quand même, on le voit, 8 buts, 5 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Oui. Bon, on lui souhaite les mêmes statistiques sur la demi-saison, bien ce sûr. serait presque parfait. Même si c'est que championnat chypriote, c'est un joueur qui performe. S'il nous fait une venue comme Bekamenga à l'époque, on dit oui. Il va falloir voir. Alors on attend encore. On remercie évidemment Géoteam qui avait déjà annoncé les 2 autres Géorgiens et qui annonce cette 3e venue en attendant l'officialisation du club qui ne devrait pas tarder. Un visite médicale qui était déjà prévue ce week-end. On attend peut-être les dernières photos, les dernières signatures. Lui fait enfin, on a envie de dire, son apparition au FC Metz. C'est peut-être l'appel de ce jeudi. Exactement. Qui a tout changé. Avec Ilieng Bakoto, Bounassar est de retour au FC Metz. Allez, on va être le C officiel parce que le joueur l'a annoncé sur Instagram cette nuit. Attention, le timing est très particulier. Le club ne l'a pas encore fait, mais voilà, on peut considérer que les 2 parties ont trouvé un accord. Bertrand, quand on voit ce transfert, on nous a dit Bounassar n'arrivera que si un latéral s'en va. En parlant de Cléo Mélière, de Maxime Collin ou encore de Kofi Koho. Les 3 sont encore là. Bounassar rejoint le FC Metz. La question qu'on se demande, est-ce qu'on ne vient pas de perdre un mois, voire plus, avec Bounassar ? Peut-être que Bouna, il le voit un cran plus haut. Donc au départ de sa formation, c'est un joueur qui a évolué plutôt en position d'excentré. Est-ce qu'il arrive sous l'accord de Stéphane Le Mignan pour venir s'entraîner, peut-être, et c'est là où il a, on va dire, entre guillemets, percé avec Marseille et le Bayern, c'est en tant que latéral droit. Mais comme tu le dis, il a évolué un cran plus haut auparavant. Donc à voir effectivement, en tout cas ça peut être une bonne chose pour le FC Metz pour plein de raisons. Déjà c'est un enfant du club. Bon, un peu lyonnais quand même au départ, mais en tout cas, Bouna a réussi à aller chercher son contrat professionnel quand il était avec la Gambardella, les Gaëtan Bussmann, un petit clin d'œil pour Bubu, c'est son anniversaire aujourd'hui, Yeni, Khalidou et autres. Donc il connaît bien la maison, ça je pense c'est un plus. Je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui peut être intéressant pour les plus jeunes d'entre eux. Parce qu'il est passé par le centre, il a une expérience entre l'OM et puis le Bayern, la sélection sénégalaise. Les Munongo, les Nathan Bala, qui Ouais, se voilà, font une petite place notamment. Je pense qu'il peut leur apporter des choses. Et puis maintenant, la grosse question, c'est qu'il est resté quand même longtemps sans jouer. Il s'est peut-être certes entraîné et bien entraîné, d'une manière individuelle dans un premier temps et là dans le collectif messin depuis quelques mois. Maintenant, rien ne remplace la compétition, les matchs. Donc ça, c'est... Un doublé contre Lille et puis on sera tous d'accord. Pas plus compliqué que ça le foot. Mais effectivement, c'est là où je me questionne un petit peu, voir comment il va être. En tout cas, au vu du mercato, de toute façon, on n'a pas... Il remplace Sabali. Sur papier, je pense que c'est ça, oui. Mais Oui, s'il remplace Sabali, peut-être qu'on a court de solutions aussi. Comment ? S'il remplace Sabali, ça veut peut-être dire qu'on a court de solutions aussi, vu que c'était pas lui qui devait remplacer à l'origine. Je ne sais pas. Ouais, est-ce que c'est forcément une... Moi, je considère que c'est une bonne recrue. Quand le FC Metz aujourd'hui, d'avoir quelqu'un avec le CV de Bounassar, Mathieu le disait tout à l'heure, quand on parle de Vilitaya, je vais y arriver à un moment donné, ça va pas être évident cette saison, moi je vous le dis. Georgie. Mais c'est que... 2 ans sans compétition, quasiment. Oui, je crois que sa blessure, c'est fin 2023. C'est la grosse question. Sa grosse blessure avec le Bayern, où d'ailleurs il n'a pas énormément joué quand même. Non. De toute façon, ce qui est clair, c'est que c'est un dossier qu'il fallait vraiment enfin conclure parce que ça faisait quand même un moment que ça tirait en longueur et que ce soit pour le Bounassar, pour le groupe, les joueurs de l'FC Metz, à l'époque Stéphane Le Mignan, maintenant Benoît Tavenot, et les supporters. À un moment donné, quand tu as une situation comme ça, c'est bien au début, mais ça devient presque, enfin pas malsain, mais tu te dis, ce serait bien de mettre au clair les choses parce que le joueur, je pense qu'il a clairement envie de jouer avec le club. Donc, je pense que c'est l'arrivée de Benoît Tavenot qui a sûrement accéléré les choses parce que ce dossier... En tout cas, Benoît Tavenot avait laissé entendre qu'il va falloir trouver une solution rapide à ce dossier parce qu'on ne peut pas juste laisser le joueur comme ça vagabonder sans avoir un avenir clair. 3 mois que ça dure. Autant le prendre, il est là, autant le prendre. Et il a la Coupe du Monde peut-être dans un coin de la tête. Peut-être, à voir. C'est vrai qu'il y a encore des solutions. Au niveau mercato, messieurs, très rapidement, les dernières rumeurs qui viennent
viennent de tomber. On peut peut-être s'attendre à d'autres départs au FC Metz. On n'espère pas, parce que je ne sais pas s'il y a de quoi les pallier. On pense notamment à Sadibou Sané, encore lui du côté d'Anderlecht cette fois-ci, et non pas du club Bruges. Alors est-ce qu'il va partir ou non, Sadibou Sané, lui qui est quand même pas mal impacté par le mercato depuis quelques mois maintenant. Et la toute dernière, eh bien, c'est l'équipe qui nous met en avant Alpha Touré vers Beşiktaş. En tout cas, le club turc serait venu aux discussions. Attention, parce que le marché des transferts là-bas se termine vendredi et non pas ce lundi soir. Donc il va peut-être falloir être encore un petit peu tatillon ces prochains jours. On va évidemment en reparler dès ce jeudi pour faire le bilan. On en reparlera aussi peut-être même un petit peu avant sur Moselle TV. Messieurs, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Comme quoi, il y a eu beaucoup de choses à dire sur Angers, il y a eu beaucoup de choses à dire sur le mercato. On reviendra évidemment sur tout ça. Merci de m'avoir accompagné encore une fois. Merci, et nous, on se dit à très vite sur Moselle TV.